Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, et nous nous appelons toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, nous vous offrons un épisode de saison, une comédie musicale tout à fait parfaite pour les fêtes. Il s'agit de la comédie musicale Annie. Oui, alors on va tout vous dire sur cette comédie musicale qui est culte aux États-Unis, qui a fait l'objet de nombreuses adaptations, on va tout vous dire. Mais on vous annonce déjà que le 29 décembre se tiendra la prochaine séance de notre célèbre Cinéma Club, et que pour l'occasion, justement, nous verrons Annie. Attention, la version de 1982 réalisée par John Huston, puisqu'il y en a plusieurs, donc ce sera celle-là. Voilà, ce sera comme toujours au cinéma L'Archipel à 17h le dimanche 29 décembre, donc venez fêter la fin d'année avec nous, en compagnie de la petite Annie. Alors, Annie, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme la dernière œuvre dont on vous a parlé au week-end, au sens où c'est une œuvre majeure de la culture populaire américaine, mais qui est quand même pas très connue en France. Alors Annie, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une bande dessinée de Harold Gray, qui s'intitule donc Little Orphan Annie, qui est parue pour la première fois à l'été 1924 dans le New York Daily News. C'est une bande dessinée elle-même inspirée du poème Little Orphan Annie de James Whitcomb Riley en 1885. Et c'est vraiment quelque chose de très très culte. À la fin des années 1930, c'est même le comic strip le plus populaire des États-Unis. C'est une série qui va durer très 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 longtemps puisqu'elle ne s'arrêtera qu'en 2010. Et en fait, après la mort de l'auteur initial, Harold Gray, Annie va même être dessinée par plusieurs auteurs jusqu'en 2010. Dès 1930, cette bande dessinée va être adaptée à la radio. Entre 1931 et 1940, ça va donc être une série radiophonique à succès à destination des enfants et sponsorisée par la marque Ovaltine. Dès 1930, on a aussi deux adaptations cinématographiques, donc pour le coup non musicales, un film de 1932 et un film de 1938. Ce qui va encore plus achever la notoriété de l'œuvre, c'est l'adaptation donc en comédie musicale à Broadway en 1977, pour la première fois donc sur scène. Et ensuite, c'est une œuvre qui non seulement a été beaucoup reprise sur scène, mais aussi a fait l'objet de nombreuses adaptations audiovisuelles et cinématographiques sur lesquelles on va revenir. En bref, c'est un très très grand classique dont on vous parle aujourd'hui. Alors pour commencer, qui sont les créateurs de Annie ? La musique, elle est composée par Charles Strauss, qui est notamment connu pour Bye Bye Birdie en 1960, pour la comédie musicale dont j'adore le nom, It's a Bird, It's a Plane, It's Superman en 1966, ou encore Applause en 1970, qui est une adaptation de All About Eve. Et Charles Strauss, il se trouve qu'il est toujours vivant aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Le parolier, qui va être aussi le metteur en scène de la pièce, c'est Martin Charmin, qui était aussi comédien. Pour l'anecdote, il avait joué un jet dans le premier casting de Broadway de West Side Story. Et c'est lui qui va vraiment être à l'origine du projet Annie. Alors, une petite anecdote, je ne sais pas si elle est véridique, mais en tout cas, elle est écrite sur le livret, sur le programme, de la version d'Annie que j'avais vue sur scène. Apparemment, Martin Charnin a eu l'idée de Annie à l'occasion de Noël 1971. Il était en fait en train de chercher un cadeau pour un ami dans une librairie à New York et il est tombé sur un recueil des bandes dessinées. Il l'a acheté, il l'a pas offert, mais il en a fait une comédie musicale. Parce que c'est vraiment lui qui a été approché Charles Strauss et Thomas Meehan. Oui, parce que le livret est donc l'œuvre de Thomas Meehan, c'est même son premier livret. Et Thomas Meehan, on a déjà parlé de lui plusieurs fois, puisqu'il a ensuite écrit notamment Les Producteurs avec Mel Brooks en 2001, Hairspray avec Mark O'Donnell en 2002, Young Frankenstein avec Mel Brooks encore en 2007, Cry Baby encore avec Mark O'Donnell en 2007 aussi, ou encore Elf the Musical avec Bob Martin en 2010. Ce projet Annie, il va mettre 3 ans à se faire et va se jouer la première fois au Goodspeed Opera House dans le Connecticut à l'été 73, puis il va ouvrir à Broadway en avril 77. Mais alors Fanny, dis-nous de quoi ça parle Annie ? Annie, ça se déroule à New York en 1933. Et ça raconte l'histoire de la petite Annie qui est orpheline et qui donc habite dans un orphelinat dirigé par une affreuse Miss Hannigan, une femme qui la déteste et qui déteste à peu près tous les enfants, en fait, toujours là, quelqu'un qui a bien choisi sa profession. Et Annie, c'est une petite fille vraiment très très joyeuse, très meneuse même au sein de l'orphelinat.
Et sur un coup de chance, elle va rencontrer un milliardaire. Elle va être habitée chez lui pendant d'abord quelques jours, donc Oliver Warbucks. Tout d'abord, il va être un petit peu dérangé par l'intrusion de cette petite fille dans sa vie, mais il va se prendre d'affection pour elle et vouloir l'adopter. Mais le rêve de Annie, c'est de retrouver ses parents biologiques dont elle ignore en fait qu'ils sont décédés. Se monte ensuite un subterfuge, une escroquerie de la part de Miss Hannigan et d'un couple de truands qui vont essayer en fait de se faire passer pour les véritables parents d'Annie, puisque Warbucks, dans sa grande générosité, a alors lancé un appel à la recherche des parents biologiques d'Annie. Je ne vous spoile pas la fin, mais bon, vous vous douterez que ça se finit quand même très très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une adaptation vraiment très libre de la bande dessinée, hein. Vraiment, Thomas Mirran, il va inventer une histoire complètement qui n'est pas présente en fait dans les bandes dessinées originales. Il va même inventer des personnages. En fait, les seuls personnages principaux qui sont présents dans la bande dessinée, c'est donc Annie, Daddy Warbucks et le chien Sandy. Par exemple, dans la bande dessinée originale, il y avait une Mrs. Warbucks, donc la femme de Daddy Warbucks, qui était pas du tout sympa apparemment, et qui là disparaît complètement. Il n'est pas du tout marié, ce cher Oliver Warbucks. Ouais, c'est curieux. Ouais. Ça donne envie de savoir ce qui se raconte dans cette BD, en fait, finalement. Mais... Carrément. Parce que si ça a duré pendant 80 ans, c'est qu'ils ont trouvé autre chose que elle va habiter chez Warbucks et elle n'est plus une orpheline. Oui, tout à fait. Pour le coup, il faut avoir le côté feuilletonnant, oui. Le renouveler en permanence, quoi. Alors Fanny, parle-nous de ton rapport à cette œuvre, Annie. Eh bien moi j'ai un rapport un petit peu particulier avec Annie parce qu'il se trouve que c'est la première comédie musicale que j'ai vue sur scène début 98 à Londres, au Victoria Palace Theatre. Donc j'avais 14 ans, non j'étais même pas encore tout à fait 14 ans, j'avais 13 ans techniquement. Et j'étais en plein dans la période où j'ai commencé à m'intéresser à la comédie musicale. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quelques temps auparavant, j'avais vu à la télévision un reportage, un numéro d'envoyé spécial sur le casting de Annie, et ça m'avait vraiment fascinée. Et c'est rigolo parce que littéralement, on est plus de 30 ans plus tard, et je me rappelle vraiment très très bien. Ça m'avait fascinée, et Anna, comme tu es formidable, tu as retrouvé le descriptif de ce reportage sur le site de l'INA. C'est vraiment ça, et quand tu me l'as envoyé, ça m'a fait tout chose, parce que c'est vraiment un souvenir marquant de mon enfance, ce truc, voilà, donc j'irai en consultation à l'Inatech pour le regarder. Et oui, donc il est indiqué que ce reportage est passé le 4 décembre 97 sur France 2, dans l'émission, tu as raison, envoyé spécial, donc il y a tout un descriptif, donc je me suis dit, ça doit être ça. Hein. Ouais, bah... De fait, voilà, c'est une comédie musicale que j'ai beaucoup écoutée. Je me demandais quelle version j'avais écoutée. Je pense à la fois le CD de la version scénique que j'avais dû acheter à Londres, ou alors de la version originelle, je sais pas. Mais en tout cas, la version scénique, parce qu'il y a des chansons dont je me rappelle très précisément et qui ne sont que dans la version scénique, on y reviendra. Et peut-être aussi la BO du film. Donc du coup, ça fait partie de ces chansons dont je connais vraiment bien les paroles alors que je l'écoute pas souvent. Et je crois que j'avais jamais vu le film de 82 auparavant, malgré tout. J'avais uniquement vu cette œuvre sur scène. Merci Fanny pour ce témoignage. Je trouvais ça amusant d'avoir l'implication personnelle de l'une de nous deux sur cette œuvre, que moi pour le coup j'ai découvert très sur le tard. Donc revenons à l'historique de la pièce, évidemment sur scène tout d'abord. Elle a été créée au Alvin Theatre de Broadway le 21 avril 1977. Et elle a été produite par Mike Nichols, qui est acteur, metteur en scène et réalisateur de cinéma, et qui a notamment réalisé les films Qui a peur de Virginia Woolf et Le Lauréat. Oui, tout à fait. On avait aussi parlé de lui parce que plusieurs années plus tard, un certain nombre d'années plus tard, il a mis en scène à Broadway Spamalot. Dans le rôle d'Annie, la créatrice du rôle s'appelle Andrea McArdle, qui a été nommée au Tony Award pour ce rôle. Oliver Warbucks, lui, il était joué par Reed Shelton, qui a joué le rôle pendant 6 ans, en fait, sur toute la durée du run original de Annie, qui lui aussi était nommé au Tony du meilleur acteur. Dans le rôle de Miss Hannigan, on avait Dorothy Loudon, qui, elle, a reçu le Tony de la meilleure actrice. Et on peut aussi citer dans le rôle de Grace Farrell, qui est l'assistante et aussi le love interest de Warbucks, Sandy Faison. Alors cette première production a eu un très gros succès. Elle a remporté 7 Tony Awards, dont celui du meilleur musical, du meilleur livret et de la meilleure musique, sur donc 11 nominations en tout. Et elle a par ailleurs remporté 7 Drama Desk Awards.
Comme souvent, on va avoir un transfert à Londres sur le West End qui se déroule l'année suivante avec Andrea McArdle, donc l'interprète de Annie, qui reprend là-bas son rôle. Et le succès à Londres sera tout aussi important qu'à Broadway. L'œuvre va ensuite être beaucoup rejouée dans les décennies qui vont suivre. Il va y avoir différents revivals. On va pas tous les citer, mais on peut choisir d'en citer quelques-uns, notamment le revival de Broadway de 97 avec Nell Carter en Miss Hannigan. C'est en fait la première actrice noire à jouer ce rôle à Broadway. On peut aussi citer ce fameux revival londonien que j'ai vu étant petite, qui s'est donc joué au Victoria Palace Theatre de septembre 98 à février 99, donc j'ai dû y aller fin 98, pardon. Et c'était donc Leslie Joseph en Miss Hannigan, qui apparemment est une star de la télé britannique, et Kevin Colson en Warbucks. Et j'ai aussi découvert d'ailleurs par hasard que ce fameux programme, mon premier programme de l'histoire de mes programmes de comédie musicale, a été autographié. J'avais donc dû attendre à la stage door les interprètes, je n'en ai absolument aucun souvenir. Et alors, qui a signé parmi les interprètes quel rôle? Alors, j'avais... Attends, je vais te... Tu nous mettras des photos du programme signé, là, ouais, sur le bah site, ouais. Je l'ai pas là, mais il y avait Warbucks, il y avait un petit rôle, je sais plus qui a joué, mais en tout cas, elle a signé, et peut-être Grace, enfin, je vais vous photographier ça. Ok. On peut aussi citer le revival de Broadway des 35 ans en 2012, dans lequel Jane Lynch a notamment incarné Miss Hannigan pour quelques semaines. Alors c'est toujours ce truc de mettre des stars sur quelques semaines pour ressusciter l'attrait du public. Mais j'avoue que Jane Lynch en Miss Hannigan, ça fait quand même très très envie, parce que évidemment que ça joue sur sa persona de sous Sylvester d'Anglais, quoi. Mais c'est vraiment parfait. On trouve d'ailleurs sur les internets une captation de ce revival avec Jane Lynch et je vous conseille d'aller regarder quelques passages où elle est vraiment très bien Miss Hannigan, mais ce qui m'a beaucoup étonnée, on va dire, c'est sa version de Little Girls où on comprend qu'elle s'arrange aussi avec la chanson. Il y a un certain nombre de passages qui sont tout simplement parlés chantés parce que visiblement ça l'arrangeait pas de chanter à ce moment-là, et puis il y a des moments où elle choisit de changer carrément la mélodie, comme quoi les partitions, c'est très surfait. Je voulais aussi mentionner, c'est pas à proprement parler un revival, puisqu'il s'agit d'une production de l'Hollywood Bowl. Donc l'Hollywood Bowl, c'est un théâtre en plein air à Los Angeles, mais l'été, souvent, ils font des grosses productions de comédie musicale où il y a généralement un gros cast, des stars qui sont dedans. Et donc Annie s'est jouée à l'Hollywood Bowl en 2018 avec un casting assez intéressant, notamment Roger Bart dans le rôle de Rooster. Donc Rooster, c'est le frère de Miss Hannigan qui va faire partie du couple d'escrocs, là. Donc Roger Bart devait être assez marrant. Là aussi, je pense qu'on peut trouver des petits extraits sur YouTube, je veux pas, voilà. Megan Hilty en Lily Centrages, donc qui est justement la compagne, enfin la petite amie de Rooster, qui est aussi une espèce d'escroc, et Megan Hilty qu'on va retrouver puisqu'elle a à nouveau joué le rôle plus tard. Ou encore Léa Salonga dans le rôle de Grace. Ça donne envie, ce cast. Ouais. Mais tous les casts, ouais, c'est incroyable comme tous les casts sont incroyables de tous les films, de toutes les versions. Ça attire vraiment des acteurs ultra talentueux, quoi. Bah, c'est vrai que les rôles sont intéressants. Au-delà des chansons, en fait, finalement, c'est une de ces comédies musicales où les chansons, surtout pour les adultes, en vrai, tu vas pas montrer que tu es une star du chant avec un rôle adulte de Annie. Évidemment aussi pour les gamines, mais pas pour les adultes. Mais les rôles sont intéressants. Enfin, chaque personnage est vraiment aux couleurs. C'est une œuvre qui a été traduite en 24 langues différentes et qui s'est jouée un peu partout dans le monde, de la Corée du Sud au Zimbabwe en passant par le Mexique ou le Portugal. Quand j'ai regardé les différentes listes des versions, c'est assez étonnant. Mais qui ne s'est apparemment pas joué en France. Oui, alors j'ai vu qu'il y a eu une version en français qui a été produite au Québec en 2002. J'ai regardé des petits extraits, c'était marrant. C'est une vie d'enfer pour nous. Franchement, c'est cool. Donc les prods français, vous avez un truc à votre disposition, allez-y, quoi. C'est de la SMR. Pardon, je fais couler. Oui, c'est clair. On se lance dans la SMR. Justement, maintenant, rentrons dans le vif du sujet en parlant des numéros musicaux de Annie. La toute première chanson de cette comédie musicale, c'est Maybe, qui est chantée par Annie à l'origine dans la première itération, la première apparition de cette chanson par Annie et ses camarades orphelines à l'orphelinat. Sachant que le morceau, comme plusieurs morceaux de la pièce, est repris plusieurs fois tout au long de l'intrigue. C'est une chanson, justement, donc de l'héroïne Annie, qui raconte qu'elle espère le retour de ses parents, qui l'ont laissée à l'orphelinat quand elle était bébé,
et elle imagine comment ils sont en s'adressant aux autres orphelines. C'est un moment plutôt touchant et qui permet de bien caractériser une forme de tendresse de ce personnage d'Annie. Et là, pour le coup, je pense que c'est une I Want Song vraiment canonique, puisque littéralement, elle exprime le désir qu'on retrouvera plus tard dans la pièce de retrouver ses parents. Une autre chanson extrêmement connue de la pièce, c'est It's the Hard Knock Life, que Annie chante avec les autres orphelines de l'orphelinat. C'est donc une chanson dans laquelle les petites filles se plaignent des conditions d'existence qu'elles ont dans cet orphelinat, où elles sont corvéables à merci et chargées de devoir faire le ménage sans cesse. Oui, c'est une chanson extrêmement connue. C'est aussi connu parce qu'il en existe une adaptation célèbre. C'est Hard Knock Life Ghetto Anthem en 1998, qui est un morceau de rap de Jay-Z qui va sampler en fait It's a Hard Knock Life dans son refrain. Personnellement, c'est mon tout premier rapport avec Annie. Ce morceau, ça passait tout le temps sur Skyrock et j'écoutais cette radio en boucle. Donc pour moi, c'est toujours, mine de rien, toujours associé à Jay-Z, cette chanson-là. C'est amusant d'ailleurs ce rapprochement qui a été fait par Jay-Z, enfin cette idée de sampler Annie, parce que ça va mettre en lien la difficulté de la vie dans le ghetto avec les galères des petites orphelines de Miss Hannigan. Je trouve ça plutôt marrant. Et c'est vraiment une chanson ultra connue, il y a beaucoup de références dans plein d'œuvres, etc. Moi, je me souvenais que dans un épisode de Big Bang Theory, on avait un moment où Howard, Raj et Stuart chantent cette chanson alors qu'ils sont en train de faire le ménage. Au début, ils chantent un peu timidement, puis tout d'un coup, ils sont à fond. On voit que c'est vraiment une référence ultra connue des Américains, et donc ça peut faire l'objet de plein de petites scènes dans plein de sitcoms, de films, etc. Vous connaissez forcément. Autre chanson, autre tube finalement de Annie, c'est la chanson Tomorrow. C'est donc le solo de Annie et apparemment une des chansons les plus chantées dans les années 70, en tout cas toujours selon mon fameux programme, et parmi le top 10 des standards de tous les temps selon l'American Society of Composers, Authors and Publishers. Donc ça vous place un peu le niveau de canonisation de cette chanson. C'est vrai que c'est une chanson la mélodie est assez marquante et il y a quelque chose d'espoir. En fait, on a dit que Maybe c'était la I Want Song. Annie exprime son désir un peu concret, donc qui est le fait de retrouver ses parents. Et là, c'est plus une chanson d'affirmation, d'espoir. C'est un personnage qui est ultra optimiste, donc elle imagine toujours, elle espère que l'avenir sera meilleur, que demain sera mieux, etc. Et c'est assez galvanisant, en fait. Oui, c'est vraiment une chanson aussi d'affirmation par rapport à la première chanson. Là, elle va vraiment essayer de montrer qu'elle va s'en sortir. Voilà, c'est aussi l'idée que Tomorrow, ce sera mieux. C'est aussi tout le leitmotiv de l'œuvre qui est dans le contexte, on y reviendra, de la Grande Dépression. Là aussi, comme on l'a dit, la chanson va être reprise plusieurs fois au fil de l'intrigue. Et elle est présentée comme étant extrêmement contagieuse, puisque par exemple, dans l'acte 2, attention, si vous connaissez pas Annie, ça peut peut-être vous surprendre, mais elle est reprise avec Franklin Roosevelt, donc le président des États-Unis à cette période-là, qui va être inspiré par le message de la chanson. Oui, j'adore ce passage où FDR il fait le chef de chœur en invitant les différents personnages à faire membre de son cabinet en fait à chanter une ligne. Et à la fin, il dit en harmonie, puis on s'auto-attribue un solo. Enfin, c'est totalement délirant. Dans toute façon, toute cette veine des comédies musicales qui font de FDR un personnage de fiction, il y a presque un sous-genre à part entière. C'est assez désopilant, je trouve, comme trait de scénario. C'est complètement improbable, oui. Mais c'est vrai que c'est drôle. Il fait a solo for the president. Et donc cette Tomorrow, elle est aussi reprise à la toute fin de la pièce. C'est vraiment la morale de l'histoire, cette espèce d'optimisme que rien n'arrête. Moi, la première fois que je l'ai entendue, c'est dans le film School of Rock. J'aimais bien raconter des petites anecdotes sur le fait que je connaissais pas du tout Annie avant, relativement récemment. Mais qu'en fait, finalement, en voyant des films, en voyant des séries, etc., quand même, malgré tout, j'avais eu accès à Annie, tellement c'est une référence culturelle. Et donc, dans ce film School of Rock, qui avait été très malheureusement titré Rock Academy en français, une des gamines chante le tout début, une phrase ou deux de cette chanson. Elle se fait direct engager comme choriste parce qu'elle chante trop bien. Et voilà, School of Rock, c'est un très très bon film, voyez-le. Ça a fait l'objet aussi d'une adaptation en comédie musicale. Moi, je l'ai vu sur scène, pour le coup, School of Rock, et je pensais que c'était d'abord une comédie musicale sur scène, tu vois. Ah non, c'est le film d'abord, ouais. Mais faudrait qu'on fasse un épisode sur School of Rock. Ah bah avec plaisir. Pour la rentrée. Ça, c'est nos épisodes de rentrée. Ouais, j'avoue, thématique école. Ouais, très bien, faisons ça. Je voulais mentionner une autre référence que j'ai forcément entendue puisque j'étais très très fan de Friends quand j'étais ado. Il y a une petite séquence où Chandler chantonne Tomorrow d'une petite voix guillerette
alors qu'il est avec Rachel et Monica. Et elle le regarde en mode c'est cringe là. Et quand il Mm. s'en aperçoit, tout d'un coup il prend une voix bien grave. C'est assez amusant. Bon, ça transmet l'idée que ce goût pour la comédie musicale, qu'on repère de temps en temps dans le personnage de Chandler au fil de la série, et surtout pour cette comédie musicale, voilà, pour petite fille, ça va mettre à mal sa virilité. Hein. C'est quelque chose qu'on peut mettre en lien avec toutes les blagues sur sa possible homosexualité tout au long de la série. Je trouvais ça intéressant comme interprétation de cette œuvre. Et dans les anecdotes personnelles sur les chansons de Annie, j'ai pensé aussi qu'il doit y avoir une photo de moi quelque part, justement à l'âge de 13 ou 14 ans, qui chante avec ma petite cousine. Alors soit Maybe, soit Tomorrow, toute grimée en orpheline, toute sale. Je t'ai jamais envoyé cette photo-là. Je crois pas. Alors, pour continuer notre catalogue des numéros de Annie, on a ensuite un numéro qui va planter le décor, hein, le contexte dans lequel se situe l'œuvre originelle. C'est une chanson qui s'appelle We'd Like to Thank You, Herbert Hoover, une chanson, un grand numéro d'ensemble qui plante littéralement le contexte de la Grande Dépression. Oui, puisque ça va traiter des conséquences de cette Grande Dépression, donc ce qui a suivi le krach boursier de 1929 aux États-Unis. Et donc dans cette chanson, on va exprimer le ressentiment des citoyens envers le président républicain Herbert Hoover, qui a été en fonction au moment de la crise, donc de 29 à 33 en fait, avant d'être battu par Roosevelt. Et Herbert Hoover, même si apparemment historiquement ça se discute un peu, mais il est souvent tenu responsable de la gravité de la crise en raison de ses politiques inefficaces à l'époque. Et donc là, les personnages en fait de l'ensemble vont incarner des gens qui vivent soit qui sont sans abri ou qui vivent en tout cas dans la pauvreté, dans des camps de fortune qu'on appelait à l'époque les Hooverville. J'ai découvert ça. Donc c'est des camps qui portaient ironiquement le nom de Herbert Hoover pour symboliser l'échec de son administration à protéger les Américains qui n'avaient pas de travail et qui vivaient dans la misère. Et donc, les paroles sont évidemment ironiques puisque les personnages vont remercier sarcastiquement Hoover pour leur situation et vont décrire de manière assez mordante et aussi assez catchy, hein, la chanson est très entraînante, comment la prospérité de la décennie, donc des années 20, s'est complètement effondrée et les a laissés dans une misère totale. C'est très très étonnant, hein, cette espèce d'aparté politique au milieu d'une comédie musicale pour enfants. Oui, et c'est assez finalement intelligent de placer cette intrigue pile en 1933 et donc pile au moment où FDR arrive et donc c'est ce qui le permet d'apparaître comme un sauveur présidentiel, de faire écho à cet espoir d'un lendemain meilleur. Donc ça reprend aussi une rhétorique assez puissante hein, de la culture américaine, du sauveur présidentiel, voilà, qui va rétablir la prospérité économique ou en tout cas un nouveau deal. On y reviendra. Et ce côté ironique et aussi contenu politique est sans doute ce qui m'a fait penser rétrospectivement au Merry Christmas Maggie Thatcher de Billy Elliot où voilà pareillement on est sur une population paupérisée par les décisions politiques et qui ironiquement remercie l'autrice ici de ces décisions. Et de manière générale, on pourrait juste noter que, au-delà du discours politique, c'est assez rare de représenter la pauvreté, tout simplement, dans la comédie musicale. Alors bien sûr, on est sur quelque chose qui reste de très romanticisé, mais on est sur quand même une figure qui va un petit peu plus loin que le Trump de Judy Garland et Fred Astaire dans It's Top Red. On touche quand même un petit peu plus aux conditions réelles d'existence des Américains dans les années 30. Et on est avant Les Misérables, donc effectivement... Les Misérables qui va, on va dire, aller encore plus loin dans le fait de représenter des foules misérables, dans des ensembles comme ça assez marquants, même visuellement, etc. Chanson suivante assez différente, mais tout aussi marquante, c'est Little Girls, le solo de Miss Hannigan, une vraie chanson de méchante, où elle déclare ne plus supporter d'être au contact de petites filles, comme tu l'as dit Fanny, elle a pas très bien choisi sa profession. Et même elle se plaint de l'existence même des petites filles. Hein. C'est vers la fin de la chanson où elle dit même qu'elle attend la prohibition, l'interdiction des petites filles, que ça n'existe plus du tout. Donc c'est une chanson très très marrante et qui est vraiment l'occasion pour la comédienne qui incarne Miss Hannigan de faire un grand numéro comique. Apparemment, alors ça c'est hors de la chanson, mais il semblerait que la toute première interprète ait improvisé une partie des dialogues, et notamment la fameuse réplique « Ça me dépasse pourquoi quelqu'un choisirait d'être orphelin ». Oui. Autre chanson qu'on aime beaucoup avec Fanny, c'est I Think I'm Gonna Like It Here, qui est donc un numéro d'ensemble. Enfin, il y a des solos qui sont chantés par Annie et puis aussi par Grace.
Mais en tout cas, c'est la chanson du moment de la découverte de l'immense maison de Warbucks, puisque Annie arrive chez Warbucks et elle fait waouh, enfin c'est une maison absolument somptueuse. Et donc, entourée de Grace et des différents domestiques de la maison, on va avoir ce moment d'absolu émerveillement de la part de Annie qui dit ah là là, c'est trop chouette, je suis sûre que je vais beaucoup m'amuser ici, etc. Donc c'est très, là aussi, entraînant, galvanisant. Et en plus, en tout cas dans la plupart des versions, c'est vraiment un grand numéro d'ensemble, extrêmement dansé, extrêmement virtuose, donc c'est très très chouette. Et il y a aussi quelque chose d'assez jouissif sans doute pour Annie à ce moment-là de découvrir une foultitude d'adultes qui sont à son service, alors que dans l'orphelinat, elles sont toutes au service de Miss Hannigan. Donc il y a une invention assez sympathique qui se fait à ce moment-là. Un des numéros suivants s'appelle NYC, donc vous devinerez qu'il s'agit d'une chanson hommage à la ville de New York et la découverte en fait de la ville du point de vue d'Annie qui ne l'a jamais visitée. Alors là aussi le truc le truc évidemment triste d'une petite fille qui habite à New York mais n'est jamais trop sortie découvrir la ville. D'ailleurs les personnages vont même voir un show de Broadway, c'est quasiment méta à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça assez rigolo ou assez étonnant qu'elle disparaisse du film parce que c'est une chanson qui intuitivement semble très cinématographique. Enfin, c'est même un topo cinématographique, la chanson de découverte d'un lieu qu'on pense évidemment à New York, New York ou à plein d'autres chansons. Donc on reviendra tout à l'heure sur les différences entre la pièce et le film. Une autre chanson particulièrement savoureuse, c'est la chanson Easy Street, Easy Street. J'adorais cette chanson. Elle est interprétée par le trio des méchants, donc Rooster, Miss Hannigan et Lily. Elle est aussi reprise un petit peu plus tard dans l'acte 2. Et c'est une autre chanson de méchants très réussie, comme Little Girls. Et ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que cet éloge du travail facile, c'est justement tellement contraire à l'idéologie méritocratique des États-Unis et de la comédie musicale en particulier, d'autant plus évidemment dans ce contexte de la Grande Dépression, que c'est logique finalement que ce soit la chanson des méchants. Ils sont tellement contraires à l'éthos du genre que c'est des méchants. Ensuite, on peut parler de You're Never Fully Dressed Without a Smile, qui est aussi une des chansons les plus connues de l'œuvre, qui est souvent reprise, pour le coup, hors contexte, puisque comme on va l'expliquer, c'est pas vraiment une chanson qui fait avancer l'intrigue, et elle est pas vraiment spécifique en termes de paroles, etc. C'est une chanson très joyeuse et entraînante, qui a la particularité d'être chantée 2 fois de suite. Fanny, explique-nous ça. En fait, il s'agit de l'enregistrement d'une chanson donc qui est performée à la radio. Donc d'abord, on nous montre les fameuses Boylan Sisters qui sont en train de chanter cette chanson. Il y a pas une voix solo masculine aussi ? Oui, c'est ça. Il y a un solo masculin et derrière, elles font les chœurs. Qui est un peu dans... Alors, je ne saurais plus comment décrire, mais le style des ensembles de choristes femmes des années 30-40. Ça fait un peu Andrew Sisters. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ce genre-là. Donc, il y a le numéro enregistré à la radio et ensuite les orphelines qui sont en train d'écouter ce numéro qui le reprennent en se moquant un petit peu et je trouve que c'est super cute quand les petites filles le reprennent. Ouais, c'est un moment très très mignon et très entraînant. La chanson est vraiment chouette. À noter qu'elle a été reprise dans Glee saison 4. J'ai vérifié parce que je me souvenais pas du tout. Avec un mash-up totalement improbable avec The Way You Look Tonight. Ah oui, en effet. C'est une séance de make-over de Rachel avec Kurt et le personnage dont j'ai évidemment oublié le nom qui est joué par Sarah Jessica Parker. C'est absolument random. Mais oui, là que tu me parles de ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça me donne envie d'aller revoir l'extrait. Va revoir, c'est pas génial. Mais c'est l'occasion de rappeler que Sarah Jessica Parker a joué Annie sur Broadway en 79 quand elle était toute petite. Ah d'accord, j'aurais dit un Miss Hannigan, mais non, quand elle était petite. Non, elle a joué Annie, ouais. Ah ouais. On peut parler également de I Don't Need Anything But You, qui est un duo entre Warbucks et Annie. Un duo vraiment très chouette, la chanson est très bien, et dans toutes les versions que j'ai vues, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Voilà, ils vont célébrer le bonheur de pouvoir vivre ensemble, il y a une petite séquence claquette, je trouve que c'est vraiment un numéro qui fonctionne très bien. Et concernant les paroles, à un moment, j'ai remarqué qu'ils se comparent à Fred et Adele, donc sous-entendu Fred et Adele Astaire. Je trouve ça assez marrant comme référence, évidemment, qui correspond à l'époque. C'est sûr que si se comparait à Fred et Ginger, ça serait un peu creepy, donc un frère et une sœur, c'est bien. Et oui, et finalement, c'est assez logique, parce qu'on si on est vraiment en 1933, le couple star mythique de l'époque, c'est Fred et Adele, pas encore tout à fait Fred et Ginger, puisqu'ils font leur premier film ensemble, Flying Down to Rio, qui sort fin 1933. Ok.
À nouveau, pour replonger dans le contexte historique, nous avons donc la chanson A New Deal for Christmas, qui est chantée par Warbucks, Grace, Annie, le président Roosevelt, les orphelines et le staff de Warbucks. J'aime bien évidemment ce numéro avec cette image de FDR en sauveur. Ça me fait toujours penser, ce que je disais tout à l'heure, aux autres films qui replacent le personnage de FDR en figure tutélaire miraculeuse. Hein. Je pense à Babes in Arms où on a la fin, là, le Mickey Rooney qui imite FDR et Judy Garland qui est Eleanor Roosevelt. Bon bref, c'est très années 30. Et c'est aussi complètement what the fuck, bien évidemment, que le président des États-Unis s'en remette à une petite fille, mais pourquoi pas. Oui, puisqu'en fait, elle lui inspire l'idée du New Deal. Hein. Le New Deal, pour ceux qui se souviennent pas forcément, c'est une série de réformes à partir de 1933, justement, mises en place par FDR, pour relancer l'économie suite à la crise et soutenir notamment les personnes les plus gravement touchées. Alors du coup, tu m'as dit que c'était très accurate, cette histoire de Fred et Adele. Par contre, cette histoire de New Deal, historiquement, ça marche pas, hein. Parce que Roosevelt, il a été investi président en mars 33, et il a commencé le New Deal tout de suite. Donc Annie n'a pas pu lui donner l'idée à Noël. Je suis désolée, c'est pas crédible. Oui, c'est vraiment le seul point pas crédible de cette histoire. Alors, quelles sont les grandes thématiques qu'aborde Annie, la comédie musicale ? Oui, parce qu'évidemment, c'est une pièce très légère, etc., mais ça ne veut pas dire que ne sont pas transmises des idées, des idéologies, etc. Je trouve qu'Annie, c'est une histoire assez émouvante sur la famille, sur qu'est-ce que c'est que former une famille, finalement. Warbucks va s'attacher à Annie, va s'ouvrir à la possibilité d'aimer un enfant d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. C'est assez touchant, on l'entend notamment dans sa chanson solo Something Was Missing. La scène, par exemple, où il propose de l'adopter est très touchante, mais on a Annie, voilà, qui a toujours l'espoir de revoir ses parents biologiques, mais qui malgré tout s'est attachée à lui. Donc, elle est dans une sorte de dilemme, de conflit de loyauté, en fait, puisqu'elle voudrait rester avec Warbucks, mais elle pense que ses parents sont encore vivants et elle veut les attendre. Donc c'est très touchant. Et vers la fin, c'est même déchirant, je trouve, selon les versions, c'est plus ou moins réussi, mais lorsque finalement, elle vient d'accepter d'être adoptée par Warbucks, et à ce moment-là, débarque un couple qui prétend être ses parents, et elle devrait être heureuse, en fait, elle l'est pas du tout, elle a plus du tout envie de les suivre, puisqu'elle a décidé que son père, c'était désormais Oliver Warbucks. Moi, je trouve ça assez émouvant et assez fin sur les relations familiales, finalement. Oui, d'autant que les deux autres, ils sont objectivement extrêmement affreux, donc on comprend aussi que la petite fille, que Annie ne les aime pas, mais qu'elle s'en veut de ne pas les aimer, puisque c'est censé être la loi du sang, voilà, c'est ses parents qu'elle va reconnaître instantanément. Et je me demandais, je me souviens plus exactement, quelle est sa première motivation à Warbucks d'avoir offert cette semaine chez lui à une orpheline. Un truc de publicity. C'est pour se faire bien voir, comme un homme charitable, machin. Je crois que c'est vraiment un truc de marketing, c'est pas le mot, mais oui, de publicity, enfin de relations publiques, quoi. Ouais, oui, c'est ce qui me semblait, c'est qu'il le faisait un peu par obligation, mais même au début, voilà, elle est un peu dans ses pattes, il fait pas du tout attention à elle, il a pas spécialement envie de l'accueillir, c'est son contact avec Annie qui lui fait prendre conscience qu'il lui manquait effectivement quelque chose. Exactement. Sur la dimension politique, bon évidemment, on n'est pas en train de prétendre qu'on est dans une grande analyse politique brillante. Mais bon, quand même, c'est ultra présent. Enfin, vous l'avez vu quand on a décrit les numéros, c'est au cœur de l'œuvre malgré tout, avec les suites de la crise de 29, les problèmes économiques. Aussi une vision très réconciliatrice de l'Amérique sous Franklin Delano Roosevelt. Même, il me semble qu'il est dit plusieurs fois que Warbucks est républicain versus le fait que Roosevelt est démocrate, mais que finalement, ils sont d'accord sur la politique à mener, voilà, un espèce de capitalisme, mais pas trop méchant, un interventionnisme économique de l'État, ne pas laisser les marchés sans régulation, puisque c'est ça qui mène à la crise. Donc tout ce qui est incarné par le New Deal de Roosevelt, finalement. Mais bien sûr, le capitalisme lui-même n'est pas remis en cause, ne vous inquiétez pas. Le milliardaire Warbucks est présenté comme un self-made man, très sérieux, très respectueux, voilà, tout ce qu'il faut être dans la vie, dans, on va dire, l'idéologie américaine basique. Et j'y avais jamais pensé auparavant, mais je trouve qu'il y a quelque chose de Mary Poppins dans cette histoire où ce sont les enfants qui apprennent aux adultes les vraies valeurs, c'est-à-dire pas seulement le travail, et aussi dans cette critique totalement hypocrite du capitalisme, où le capitalisme est à la fois dénoncé, mais aussi pleinement réhabilité. Là, ça m'a un peu frappé les liens peut-être entre les deux œuvres. C'est vrai. Et je me demandais aussi,
Enfin, c'est étonnant, finalement, le choix d'avoir placé l'intrigue dans les années 30. Enfin, c'est pas étonnant, il y a plein de choses qui l'expliquent, mais on peut se dire que c'est quand même un vrai choix. Quand on sait qu'on est face à une série qui date de 1924 à 2010, en vrai, il y aurait pu avoir plein d'autres versions de Annie, ou même une version plus années 20, ou... Là, bon, on peut dire c'est peut-être la version où, comme il y avait le feuilleton radio, c'était l'heure de gloire de la série, donc les années 30. Mais tu vois, on pourrait vraiment essayer de réfléchir à pourquoi spécifiquement les années 30. J'avais pas spécialement pris conscience de ça auparavant, que c'était une série qui pourrait tout à fait être atemporelle en réalité. Petit point sur les suites scéniques, puisque oui, il y a eu des suites à Annie. La première tentative de suite s'appelait Annie 2, Miss Hannigan's Revenge. Ah là, je suis désolée, rien que le titre, ça fait caricature de direct to vidéo des années 90, quoi. C'est clair. Et ça a été présenté au John Kennedy Center à Washington en décembre 89, ça a reçu des critiques désastreuses et personne n'en a plus jamais entendu parler. 4 ans plus tard, ils ont retenté, avec une intrigue et une partition totalement différente, ça s'appelait Annie Warbucks. Ça a été développé lors d'un atelier au Godspeed Opera House, qui est l'endroit où s'était fait l'atelier de Annie, l'original. Et ensuite, ça s'est joué off-Broadway au Variety Arts Theatre, où ça a tenu l'affiche pendant 200 représentations. Donc un petit peu plus de succès, même si j'ai pas l'impression qu'il y ait eu spécialement de reprises, de revival. J'ai pas trouvé non plus la bande-son, donc je ne sais pas ce que ça valait. Et donc, ça c'était pour les versions scéniques, mais comme vous l'a dit auparavant, il y a eu de nombreuses versions audiovisuelles de cette comédie musicale, à commencer par le film de 1982, réalisé par John Huston. Et produit par Ray Stark. Rappelez-vous, on a parlé de Ray Stark à propos de Funny Girl, puisque c'est lui qui avait produit la pièce. Et donc ça a été produit pour Columbia Pictures. Et donc le film est réalisé par John Huston, donc grand cinéaste de l'âge d'or hollywoodien, notamment réalisateur du Faucon maltais, de Quand la ville dort, de The African Queen ou encore L'homme qui voulut être roi. Il avait alors 76 ans. Oui, c'est un choix assez étonnant, c'est contrairement à plusieurs réalisateurs de l'âge d'or, il avait jamais réalisé de comédie musicale, donc c'était pas du tout son domaine. Et alors, selon Patrick Brion, dans son encyclopédie de la comédie musicale, il rapporte une citation de John Huston qui dit « C'était un film du producteur Ray Stark, j'avais peu ou rien à voir avec ». Donc l'engagement du cinéaste n'était pas non plus incroyable, faut dire ce qui est. Et Patrick Brion, il dit aussi que Joe Layton, qui était le producteur exécutif du film, s'est chargé de la réalisation des numéros musicaux, puisque c'était quelqu'un qui était aussi metteur en scène et chorégraphe. Donc je sais pas à quel point, j'ai pas trouvé d'autres sources sur cette question. C'est très possible. J'imagine les historiens du cinéma, les grands films de John Huston, Annie. C'est vrai que bon... C'est sûr que c'est pas forcément celui que citent les cinéphiles quand ils mentionnent la carrière, très excellente carrière par ailleurs, de John Huston. Le scénario a été écrit, donc évidemment d'après le livret original, par Karol Sobieski, qui sera également quelques années plus tard scénariste du film culte Baigné de tomates vertes, en 1991 si vous connaissez. Gros budget pour ce film, pour ce Annie. Alors selon les sources, j'ai trouvé plein de sources différentes et c'était un peu exponentiel. Première source, je vois 35 millions. Ah ouais, ok. Ah, 40 millions. Ah, 52 millions. Ah, d'accord. Ou j'ai aussi la source 59 millions si on prend en compte les frais de distribution et de marketing. Donc j'ai pas la réponse exacte sur le chiffre, mais c'est un budget en tout cas énorme. Le plus gros jamais investi par Columbia Pictures à l'époque. Et une grande partie de ce budget, environ 9,5 millions de dollars, a été consacrée à l'achat des droits de la pièce. Et il s'agit en fait d'une somme absolument record, c'est 3 millions de plus que Chorus Line, qui détenait alors le record. Et bien avec toutes ces dépenses, les recettes du film ne sont pas parvenues à les couvrir, Même si c'était le 10e plus grand succès cinématographique aux États-Unis cette année-là, eh bien le film est demeuré déficitaire. En tout cas, j'imagine sur sa première exploitation. Oui, je pense qu'avec le temps, ça va. Voilà. Maintenant, parlons du casting, qui est vraiment absolument superbe, comme on l'a dit tout à l'heure. Annie est jouée par Aileen Quinn, qui a été choisie parmi 8000 candidates. Avec ses cheveux rouges flamboyants, je trouve qu'elle sort vraiment du lot, on la remarque parmi les autres orphelines, et elle est vraiment particulièrement mignonne. Je trouve que sur toutes les interprètes, c'est celle que j'ai trouvée la plus mignonne. Question, justement, Annie, elle est pas toujours rousse? Alors, très très bonne question.
Je crois que si, Ouais. et que, même si c'est pas dit explicitement, elle est irlandaise en fait. Et donc il y a tout un truc aussi sur les Irlandais aux États-Unis dans les années 20, qui subissaient de la xénophobie, enfin voilà, il y a tout un truc sur l'ethnicité irlandaise d'Annie, je crois que c'est vraiment que c'est un vrai truc. Ah oui, en plus, il y a sans doute cette idée que, comme elle a une différence de couleur de peau et de cheveux, elle est moins facilement adoptable, enfin voilà, désirable sur le marché des orphelines adoptées. Je pense que c'est aussi cette idée-là qui la singularise au sein de l'orphelinat. Ok, oui, non, c'est vrai que même la bande dessinée, le personnage est roux, donc... Et c'est peut-être aussi pour ça que dans les versions plus récentes, souvent Annie est jouée par une petite fille noire. Ouais. Parce que de nos jours, c'est quand même quelque chose qui est moins présent. Et donc ça fait plus sens aujourd'hui de mettre une bien petite sûr, fille noire parce qu'on comprend pourquoi elle est finalement marginalisée en fait dans sa vie quoi. Warbucks, lui, est interprété par Albert Finney, qui est un acteur britannique qui a fait énormément de films, hein. Il a commencé au sein du mouvement du free cinéma dans les années 60 en Grande-Bretagne. On l'a vu dans Voyage à deux avec Audrey Hepburn en 67. Il a joué Scrooge dans le musical du même nom en 70. Il a joué Hercule Poirot dans Le Meurtre de l'Orient Express en 74. Il a continué sa carrière jusque très tard. Il a fait énormément de choses très connues comme Erin Brockovich, Big Fish, la saga Jason Bourne. Donc voilà, pour lui, finalement, c'est des Carole parmi d'autres. C'est Carol Burnett qui incarne Miss Hannigan, donc c'est une comédienne très très connue de Broadway. Elle avait notamment joué dans Once Upon a Mattress en 59, mais elle est surtout connue aussi pour son Carol Burnett Show de 67 à 78. Elle apparaît aussi, on l'avait dit, dans un épisode de Glee, où elle joue la mère de Sue Sylvester et qu'elles interprètent toutes les deux Trolley Song, complètement improbable. Dans Annie, elle est superbement affreuse, elle en fait des tonnes, elle est complètement vulgaire, over-sexuelle à plein de reprises, de façon totalement inappropriée devant les enfants. Ça frise aussi très très souvent le camp, hein, son interprétation totalement déjantée de Miss Hannigan. Dans un registre diamétralement opposé, nous savons... Oui. Anne Rankin, qui joue le personnage de Grace Farrell, donc on a parlé d'elle déjà plein de fois, elle est actrice, chorégraphe et notamment connue pour ses collaborations avec Bob Fosse, dont elle a été la compagne, et ici elle est absolument magnifique, oui. Dans le jeu comme dans la danse, elle est vraiment superbe. L'escroc Rooster est incarné par Tim Curry, vous voyez quand même que c'est un cast particulièrement savoureux. Tim Curry, on parlera, on vous promet, de lui plus longuement lorsqu'on fera notre épisode sur Rocky Horror, hein. C'est prévu, on le promet pour 2025 cet épisode-là. C'est bien, on a déjà tout notre line-up 2025. Quelle organisation. Le premier podcast musical le plus organisé de France. Parmi nos nombreux titres. Donc toujours à propos de Tim Curry, dans une interview de août 82, je trouvais ça intéressant, la journaliste dit « Selon Columbia Pictures, les rôles principaux dans Annie ont été attribués pour séduire différents groupes d'âge, et votre rôle de Rooster a été spécifiquement choisi pour plaire aux jeunes publics branchés. » Je trouve ça marrant, genre ils ont dit « C'est un peu trop cucu et un peu trop ringard, Annie, on va mettre... il faut qu'on attire les jeunes rockers, ouais. Les jeunes queers, enfin je sais pas. » Et donc elle précise qu'ils ont demandé aussi à Mick Jagger et à Rod Stewart, donc deux rockers, hein, de jouer ce rôle, mais qu'ils ont refusé. Dans le rôle de Lily, donc la compagne de Rooster, on a Bernadette Peters, star de Broadway qu'on ne présente plus, hein, qu'on a vu dans plein de choses, et notamment dans des séries télé, bref, dans Smash, je pensais par exemple. Tout à fait. Dans le rôle de Franklin Roosevelt, nous avons Edward Herrmann, qui avait déjà joué le rôle en 1976 dans un biopic pour la télévision. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il ressemblait au personnage, hein, donc c'est le Roosevelt de service. Donc maintenant, il est l'heure de faire un petit point, vous savez que c'est ma passion dans la vie, sur les différences entre l'intrigue du film et celle de la pièce, comment ça a été adapté par Karol Sobieski. La comédie musicale se déroule à Noël, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais dans ce film de 82, en raison du fait que ça a été tourné en été, en fait, ça se déroule l'été et Annie est kidnappée à la veille du 4 juillet. Et à propos de cette fin avec le kidnapping, etc., elle est plus longue dans le film avec une véritable séquence d'action, un enlèvement, même un moment où, littéralement cliffhanger, où elle est suspendue à un truc où elle manque de tomber. Et même un moment avec un hélicoptère, enfin voilà, c'est beaucoup plus, évidemment, grâce au cinéma, développé en termes d'action. Et donc cette scène finale se déroule en pleine nuit et a été en partie tournée sur le pont-levis de la rivière Passaic.
Et j'ai un fun fact, ou peut-être pas tout à fait fun, à son propos. Jusqu'alors, la législation du New Jersey sur le travail des enfants interdisait aux enfants employés pour le tournage des films de travailler après 23h30 et avant 7h. Mais pour les besoins de Annie, le gouverneur du New Jersey en personne s'est rendu en hélicoptère, je comprends pas trop pourquoi ce détail, sur le plateau pour signer un projet de loi modifiant la loi. Alors bon, ça paraît assez invraisemblable comme anecdote, mais voilà, peut-être que grâce à Annie, les droits sociaux des enfants ont reculé. Et ça, c'est une belle victoire pour le film. Autre ajout par rapport à la version scénique, on a les personnages de Punjab et de The Asp, les domestiques / gardes du corps de Warbucks, qui sont des personnages issus de la bande dessinée originale et qui donc là sont rajoutés dans le film. Oui, c'est un ajout assez amusant et j'ai trouvé assez marrant la scène quand Warbucks est dans son bureau. Il est absolument imperturbable, il continue de bosser alors qu'il y a une bombe qui a été envoyée dans son bureau et que justement ses gardes du corps sont en train de combattre les criminels. Et lui, il continue à travailler, je trouvais ça assez marrant. Autre ajout par rapport à l'intrigue de la pièce, c'est la rédemption de Miss Hannigan à la fin, puisqu'elle va tenter de sauver Annie de Rooster, et du coup à la fin elle apparaît dans la fête chez Warbucks, enfin elle est vraiment réintégrée à la petite famille des personnages considérés comme positifs dans l'histoire, quoi. Alors que dans la version scénique, vraiment elle sait très bien que Rooster prévoit de tuer Annie, à la fin elle est arrêtée avec Rooster et Lily, enfin il n'y a pas du tout de rédemption possible, quoi. Ouais, c'est un peu étrange ce choix. Peut-être qu'on peut y voir cette tendance assez fréquente d'adoucir certains aspects de la pièce pour le passage au cinéma. Mais bon, a priori, c'était une méchante, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas méchante jusqu'au bout. C'est vrai que ça paraît pas indispensable, cette rédemption, mais on va voir qu'elle revient dans certaines autres versions de l'histoire. Au niveau des chansons, le film va supprimer plusieurs chansons. We'd like to thank you, Herbert Hoover, NYC, You Won't Be an Orphan for Long, qui est une chanson qui est chantée par Grace et Warbucks. Something Was Missing, le solo de Warbucks. La chanson Annie, qui était un solo, je crois, de Grace. Et la fameuse New Deal for Christmas. Bon, là, c'est logique dans le sens où si l'intrigue se passe plus à Noël, ça n'a plus de sens, ou alors il aurait fallu dire New Deal for the Summer, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Du coup, ils ont complètement coupé celle-ci aussi. Oui, c'est dommage parce que non seulement c'est des chansons que j'aimais bien, mais aussi je trouve que elles sont assez originales, mais bon, toutes effectivement ont en commun de pas mal ancrer le film dans son contexte historique qui a un petit peu plus gommé ici. Donc. Et en revanche, le film va inclure 5 nouvelles chansons, dont étonnamment 2 chansons destinées au chien de Annie. Oui, on n'a pas précisé, mais dans toutes les versions, il y a un chien que Annie récupère dans la rue, en gros, et qu'elle adopte. Et donc là, dans ce film de 82, il y a Dumb Dog et Sandy, donc c'est le nom du chien, 2 chansons consacrées à ce chien qui sont mignonnes mais assez anecdotiques. Il y a le morceau Let's Go to the Movies, dont on va parler plus en détail tout à l'heure quand on développera les numéros, la mise en scène dans le film. La chanson Sign, qui est un duo entre Warbucks et Hannigan. Et We Got Annie, qui remplace plus ou moins la fameuse chanson Annie. Les deux sont des solos de Grace. Pour moi, la seule vraiment valable de tous ces ajouts, c'est Let's Go to the Movies, qui est assez chouette. Et franchement, les 2 chansons du chien, pour moi, c'est vraiment le typique de ces fameuses chansons qui, pour le coup, ne font pas avancer l'action. Enfin, je n'adhère pas. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis plus une 4 personnes. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est parce que t'es pas une dog person, toi. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon parce que le chien, il est trop mignon. Et donc justement, parlons de comment ces chansons sont filmées, mises en scène dans le film. Donc petite liste des numéros qui nous ont le plus marqué. A Hard Knock Life, donc la fameuse chanson des orphelines qui se plaignent du fait qu'elles galèrent dans l'orphelinat et qu'elles doivent faire les tâches ménagères. Je trouve qu'elle est très bien filmée. Ça nous fait parcourir l'espace de l'orphelinat, tandis que les petites filles font différentes tâches ménagères, justement. Et du coup, la danse va se mêler aux gestes mécaniques du ménage, de la vaisselle, du linge, etc. Il y a un côté, c'est un peu le bazar, mais ça correspond bien justement à l'énergie de ces petites filles. Ouais, ça n'arrête vraiment pas. Moi, j'aime beaucoup cette multiplication incessante des angles de prise de vue. Par exemple, au tout début, on a une contre-plongée avec toutes les orphelines qui se penchent sur la rampe d'escalier. Sur le premier It's a Hard Knock Life, ça commence de manière hyper dynamique. C'est vraiment chouette. Et ça renforce cette impression que ça fourmille de partout. Ce numéro, à la fois, permet de nous présenter l'univers difficile de l'orphelinat, mais aussi la force du collectif d'enfants qui sont évidemment très soudés entre elles, et voilà, puisque c'est leur coopération qui permet que le ménage soit fait correctement. Autre numéro d'ensemble, c'est I Think I'm Gonna Like It Here, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le moment où Annie arrive dans la maison de Warbucks et qu'elle est émerveillée par tout ce qu'elle voit, et que tous les gens l'accueillent en fait dans la maison.
Numéro également très très bien, un peu dans le même style dans le sens où ça nous fait parcourir et découvrir un nouveau lieu de l'intrigue, mais évidemment le lieu en question est beaucoup plus chic et les danses vont être beaucoup plus pro, hein. Tous les danseurs qui incarnent les domestiques en beaux costumes, tous les personnages qu'on voit sont d'excellents danseurs. Et voilà, ils vont danser dans les grands espaces de la maison. Vraiment, ça claque visuellement, c'est magnifique. Ouais, ce numéro est vraiment génial. J'ai toujours adoré cette chanson, mais là, c'est superbement mis en scène. La danse sert extrêmement bien ce sentiment d'allégresse et d'émerveillement à mesure qu'Annie découvre la maison et sa provisoire nouvelle vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'hyper enthousiasmant dans ce numéro. L'abondance de tours, l'abondance de sauts, c'est hyper entraînant. Ça m'a donné tellement envie de danser que je suis partie d'une espèce de grande choré devant mon ordi, pirouette sur pirouette. Je sais pas pourquoi ça m'arrive rarement quand même, mais voilà. Peut-être que tu nous referas ça lors de la projection du Mais oui, évidemment, je répète mes pirouettes. Dans un style différent, c'est Little Girls, donc la fameuse chanson de Méchante. C'est vraiment, dans ce film, un morceau de bravoure de Carol Burnett, qui incarne cette femme complètement au bout de sa vie, qui fait de l'alcool dans sa baignoire, donc une référence au contexte de la prohibition, hein, la petite période dans l'histoire des États-Unis où l'alcool a été interdit, et du coup, des gens faisaient de l'alcool de contrebande dans leur baignoire. D'ailleurs, la prohibition se termine à peu près en 1933, donc je sais pas si historiquement c'est exactement exact, mais en tout cas, c'est marrant, ce truc de la baignoire. On voit, il y a un long plan où elle verse de l'alcool dans la baignoire. Et voilà, elle vraiment, ce truc de désespoir, elle hurle son désespoir, enfin vraiment, elle est géniale. Et en plus, c'est vraiment assez bien fait, enfin bien filmé, dans le sens où une grande partie de numéro est en plan séquence, donc on suit le désespoir grandissant du personnage. Et oui, l'utilisation du plan séquence permet aussi de souligner le côté lancinant de la chanson, parce qu'on a l'impression de ressentir finalement chaque minute vraiment avec elle de cette souffrance intenable de côtoyer les enfants. Concernant justement la nouvelle chanson, le nouveau numéro, Let's Go to the Movies, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est celui où, du coup, Annie va au cinéma pour la première fois. Alors ce numéro, clairement, il reprend plus ou moins la fonction qu'avait le numéro NYC dans la pièce, sauf que, d'une manière en quelque sorte assez logique, on remplace le fait qu'Annie sort dans New York et va voir une pièce de Broadway par le fait qu'elle va au cinéma. Et on voit son déplacement de la maison jusqu'au cinéma en passant par les rues de New York, etc. Donc c'est évidemment un numéro très cinématographique. Et alors, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais en fait, lorsqu'elles sont dans la chambre encore en train de se préparer, ça m'a beaucoup fait penser à La Belle de Moscou. Enfin, de façon vraiment frappante. Je pense que c'est à cause des moulures, des dorures, aussi du costume beige de Adrienne King et aussi sa raideur aussi d'une certaine façon et son maintien qui m'a vraiment fait évoquer Sid Charis, je sais pas, ça m'a fait tout bizarre, tu vois, bref. Faudrait que je revoie les deux séquences côte à côte, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais Let's Go to the Movies, en tout cas, c'est vraiment un numéro, je trouve, très très bien mis en scène. Il y a notamment de très beaux travelling quand Annie va dévaler les marches de la salle de cinéma, parce qu'évidemment, ils vont pas dans un petit cinéma de quartier, ils vont dans une espèce de salle absolument immense, où la mise en scène peut vraiment se déployer de manière assez majestueuse. Ils disent pas qu'ils vont à Radio City Music Hall ? Ah, c'est peut-être ça. D'où le côté, ouais, c'est un endroit assez impressionnant, effectivement. Et une fois que les personnages sont installés dans la salle, on s'attend à ce qu'ils voient un film, mais en fait ça part en mode Busby Berkeley avec des danseuses sur scène. Et ouais, c'est vrai que les poses des girls dans la caméra, parce qu'en fait elles sont sur un décor qui représente le cinéma, c'est un peu méta. Il y a un premier plan où elles sont dans une espèce de caméra, et ça ressemble un peu, je l'ai trouvé, au plan de Petting in the Park, où on a les filles qui se déshabillent. Et après, elles sont au dos des pellicules, ça peut citer Footlight Parade quand on a cette pyramide de girls. Je pense que c'est vraiment une allusion assez assumée. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, ce qu'on nous donne à voir, c'est pas tout de suite le film, mais c'est justement les prologues, les attractions, les séquences dansées d'avant-séance de cette époque-là quand on allait au cinéma. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les films, sauf justement dans Footlight Parade, dont c'est le sujet. Ça s'appelle prologue même en français. Et donc ici, c'est montré comme faisant pleinement partie de l'expérience cinématographique. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Oui, tout à fait. Pour le coup, c'est quelque chose qui nous remet dans le contexte de l'époque, des années 30, quelque chose qu'on connaît plus du tout, et c'est pour ça que ça m'a surpris, parce que je me disais, ils vont voir un film, mais en fait, ils voient des gens qui dansent, c'est quoi cette histoire? Mais pour le coup, c'est un ancrage historique assez intéressant. Et ensuite, on voit vraiment, je trouve assez longuement, des extraits du film qu'ils regardent. Et ce film, c'est Camille, ça c'est le titre original, et le roman de Marguerite Gauthier, en français, un film de Georges Cukor de 1936. Et justement, avec Greta Garbo et Robert Taylor, dont les noms étaient cités dans la chanson qui introduit cette séquence de cinéma.
Et enfin, petite mention pour We Got Annie, qui est un numéro vraiment qui est là pour mettre en valeur Anne Reinking, ses talents exceptionnels de danseuse. On la voit circuler dans la maison, danser avec différents hommes, etc. Donc là, on a l'impression que c'était écrit pour elle, quoi. Elle danse de pièce en pièce dans la grande maison. La chorégraphie est effectivement assez sympathique, mais la chanson, je trouve, plutôt oubliable. Alors maintenant, petit point sur la réception du film, à commencer par la réaction du créateur de l'œuvre, Martin Charnin, à cette version cinématographique. Eh bien, il a critiqué cette adaptation. En interview en 96, il dit, je cite, « Le film a dénaturé ce qu'était cette comédie musicale, et nous étions coupables dans la mesure où nous n'avons exercé aucun contrôle créatif, parce que nous avions vendu les droits pour une somme considérable. » Donc il est un peu en mode, bon ben, on s'est enrichi, mais tant pis, mais on s'est enrichi. C'est ça. Pour lui, le personnage de Warbucks était, je cite, un Anglais qui criait, Hannigan était une ivrogne, et Annie était cuted up, donc je suppose mignonisée. Je cite encore, pire encore, la relation émotionnelle entre Annie et Warbucks était déformée. Ils ont même minimisé la chanson Tomorrow parce que Ray Stark l'a trouvée ringarde. Il est pas content, quoi. Ouais, je le trouve sévère. J'ai l'impression qu'il aimait pas trop le côté légèrement camp qui était apporté par certains éléments du film. Bon, comme on le verra un peu plus tard, moi je trouve que la relation émotionnelle entre Annie et Warbucks est plus convaincante dans ce film de 82 que dans les différentes itérations de la pièce, donc je suis pas forcément d'accord avec lui. Après, je ne peux pas juger, l'avis de quelqu'un sur la manière dont on a adapté son œuvre, mais c'est intéressant à savoir en tout cas. Sur le succès du film, outre son succès en salle, il a eu 2 nominations aux Oscars pour meilleure musique adaptée et meilleure direction artistique, c'est-à-dire en gros meilleur décor. Une nomination, je trouve, assez méritée. Et ce film a eu une suite, sachez-le, une suite exclusivement en vidéo. C'est complètement improbable, qui s'appelait Annie A Royal Adventure en 95. Mais bon, c'est pas une comédie musicale, donc on s'en fout, on n'en parle pas. Désolé, mais... Il y a juste une reprise de Tomorrow, mais malgré la présence de George Hearn dans le rôle de Warbucks, c'est pas une comédie musicale. Je trouve ça un peu absurde d'embaucher George Hearn pour pas le faire chanter. Mais bon, voilà, il fallait le mentionner. Est-ce qu'ils vont en Angleterre? Pourquoi Royal Adventure? Y a moyen, ouais. Alors, autre adaptation de Annie, le téléfilm de 1999 réalisé par Rob Marshall. C'est un téléfilm qui est produit par Disney et Columbia pour la chaîne ABC et qui fait suite au succès du téléfilm Cinderella de 1997. C'est la première réalisation de Rob Marshall, qui réalisera ensuite de nombreuses comédies musicales et 3 ans plus tard réalisera Chicago. Il avait impressionné les producteurs par son travail de chorégraphe sur Cinderella, donc il lui donne sa chance en tant que réalisateur. Et c'est un succès puisque le film va être regardé par environ 26,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, ce qui en fait le 2e Disney le plus regardé sur ABC, juste derrière Cinderella. Là aussi, un cast génial, donc Alicia Morton en Annie. Warbucks va être joué par Victor Garber. Fanny, je sais que tu adores cet acteur. Mais oui, j'ai toujours plaisir à le voir, de Titanic à Legally Blonde. Il est bien, il a une prestance. Ouais, je l'aime beaucoup. En tout cas, ils se font dans un certain nombre de registres assez différents, du drame à la comédie, etc. Dans le rôle de Miss Hannigan, on a aussi une actrice qui était dans Titanic. Tout à fait, j'y ai pensé. C'est Kathy Bates. Donc les retrouvailles entre Victor Garber et Kathy Bates. Kathy Bates, bien sûr, actrice américaine ultra connue. Plutôt une idée marrante de la caster en méchante. Elle avait déjà joué un rôle extrêmement marquant de méchante, absolument effrayante, dans Misery en 91, le film adapté du roman de Stephen King. Il me semble qu'elle campe une Miss Hannigan moins complètement ivrogne, justement, que d'autres versions. J'ai pas envie de dire un peu plus dans la retenue, parce que c'est un personnage qui n'est pas dans la retenue, mais elle en fait moins des caisses que certaines autres. Oui, c'est vrai. Dans le rôle de Grace, on trouve Audra McDonald. Et oui, elle était relativement au début de sa carrière, mais elle avait déjà reçu 3 Tony Awards pour des seconds rôles à Broadway. Tranquille. Donc, elle était... voilà. C'est déjà pas mal, Mais bon, elle a fait tellement de choses exceptionnelles après qu'on peut considérer qu'elle était quand même en début de carrière. Et dans le rôle des 2 escrocs, Rooster et Lily, on a 2 acteurs exceptionnels qu'on adore, ultra connus également de l'histoire de la comédie musicale. C'est Alan Cumming et Christine Chenoweth,
qui sont très marrants, et c'est amusant parce qu'on les a retrouvés en couple, comme ça, un couple assez peu sympathique, dans Schmigadoon des années plus tard. Mais oui, ils sont vraiment très très bien ici, et on peut noter que Christine Chenoweth, c'est même avant Wicked en fait qu'elle fait ce téléfilm, parce que Wicked c'est 2003, donc si vous voulez voir Galinda avant Galinda. C'est ça. Donc c'est une version courte en fait de la pièce, presque un exploit finalement d'avoir adapté ça au format télévisuel réduit de seulement 1h30. Oui, alors moi je trouve que ça donne des choses qui vont super vite, comme le rapprochement entre Annie et Warbucks. Je trouve que c'est plus progressif dans le film de Huston, mais bon, je suis pas très au clair sur ça, parce que j'ai l'impression que dans la pièce c'est aussi rapide comme ça, confère ce que disait juste avant Martin Sherman sur cette relation entre Annie et Warbucks. De manière générale, ce téléfilm, je l'ai trouvé mignon, mais un peu plat, je trouve très dirigé vers les enfants, alors que le film de 82 peut être vu par tout le monde, je trouve. On a pas mal de numéros supprimés, et notamment toutes les chansons qui ancrent vraiment le film dans le contexte des années 30. On a supprimé We'd Like to Thank You, Herbert Hoover, Tomorrow, entre parenthèses, Cabinet reprise. En fait, tout le passage chez Roosevelt est supprimé, mais le président apparaît quand même à la fin de la pièce. Supprimé également le numéro Annie et A New Deal for Christmas. Alors dans les autres changements, bizarrement, Miss Hannigan, donc Katie Bates, prend la place de Lily à la fin pour faire semblant d'être la mère d'Annie, ce qui est super bizarre. Je sais pas si c'est un truc où, je sais pas, Christine Chenoweth finalement était pas dispo pour tourner cette scène, et du coup ils ont rappelé Katie Bates. Katie Bates a demandé que son rôle soit étendu, enfin j'en sais rien, mais je trouve ça hyper bizarre. Surtout que c'est pas logique parce que Miss Hannigan, Annie la connaît, donc Annie risque de la reconnaître si elle se fait passer pour sa mère, donc il y a un truc vraiment très, très étrange. Pas très logique, effectivement. Mais généralement, ça reste une version un peu plus proche de la pièce originelle. Oui, en termes de suivi de l'intrigue, etc. Par rapport au film de 82, bien sûr. Je trouve aussi que dans cette version téléfilm, on sent que c'est tourné en studio. Voilà, quand ils sont en extérieur et tout, à aucun moment je me suis projetée dans des extérieurs, contrairement au film de John Huston. Et on sent que le budget est moindre, ça a moins d'ampleur, par exemple, c'est tout con, mais les orphelines, elles sont 6, alors que dans la version de 82, elles sont genre 40. Et ça fait pas le même effet quand elles se mettent à chanter, et notamment justement dans ce Hard Knock Life, qui est très mignon dans cette version, mais ça reste un peu dans la même pièce, le dortoir, les mouvements sont plus répétitifs, il n'y a pas du tout l'ampleur que ça avait dans la version cinéma. Ouais, on est clairement dans quelque chose de moins inventif en termes de mise en scène, de moins cinématographiquement recherché tout simplement, et presque plus proche parfois de la captation de spectacles scéniques. Mais bon, c'est sans doute logique du fait qu'on soit à la télévision. Les conditions à la fois de production et de réception font que c'est moins du grand spectacle, tout simplement. Mais néanmoins, on peut mentionner quelques numéros qu'on a trouvés assez réussis. Moi, j'ai assez aimé le numéro I Think I'm Gonna Like It Here, parce qu'il y a quand même l'effort de faire un grand numéro, avec pour le coup un grand ensemble de majordomes et de gouvernantes. Je pense que c'est parce que c'est moins compliqué de faire travailler longtemps les adultes que les enfants, ils ont juste cuté sur les orphelines. Mais bon, même si parfois on avait un cadrage un petit peu malheureux de la danse, où il y en avait certains qui passaient hors champ, enfin c'était un peu bizarre. Oh, Rob, qu'est-ce qui t'a pris? Ben oui, Rob, ça ne te ressemble pas. NYC aussi, j'ai trouvé que la séquence était très chouette. Pour le coup, le spectacle dans le spectacle, enfin le spectacle dans le téléfilm, c'est donc une comédie musicale qui est censée s'appeler Broadway Lullaby, un hommage au cinéma hollywoodien classique. Et d'ailleurs, le décor sur fond bleu avec les néons en carte en pâte, je me demandais dans quelle mesure c'était pas fait pour rappeler le Broadway Melody, le spectacle dans le spectacle de Chantons sous la pluie. Et dans ce spectacle dans le spectacle apparaît Andrea McCarty, qui est la Annie originelle, qui joue le rôle de, c'est crédité wannabe star. Star to be. Oui, Star to be, voilà. Ah oui, c'est le personnage de chanteuse qui veut devenir une star à Broadway. Oui, j'avais pas repéré que c'était elle, ok. Oui, ça c'est mignon. 2 autres numéros que je voulais mentionner très rapidement, juste pour dire que c'est aussi plaisant, les numéros où on voit que les interprètes s'éclatent. Je trouve que le trio des méchants Easy Street fonctionne extrêmement bien. Et aussi la chanson You're Never Fully Dressed Without a Smile, qui est chantée par les orphelines, où on sent qu'elles s'amusent trop, les petites filles, et c'est vraiment très, très attendrissant. Je voulais mentionner une anecdote assez dingue. Audra McDonald raconte dans une interview en 2017 qu'il y avait eu un reshoot de la scène finale, donc on a tourné à nouveau la scène finale, donc dans cette scène, en fait, on voyait son personnage de Grace se fiancer avec Warbucks, en gros il la demande en mariage à ce moment-là. Et donc McDonald, elle dit que la raison des reshoots, c'était que Disney et ABC étaient un peu mal à l'aise avec l'idée qu'une femme noire se fiance avec un homme blanc. Je rappelle que le film date de 1999.
Ça me fait quand même halluciner. Et donc, ils ont retourné ces scènes. Cependant, je trouve assez amusant. Les autres membres de la distribution et de l'équipe technique, ils étaient pas du tout contents de devoir refaire la scène, ils étaient pas d'accord. Victor Garber, il a intentionnellement mal joué pour s'assurer que cette version de la scène, donc j'imagine une version où il y avait pas de demande en mariage, ne puisse pas être incluse dans le montage final. Ça, c'est ce que dit Audra McDonald. J'ai aussi lu que Rob Marshall, en gros, il avait fait une seule prise de cette nouvelle scène, histoire de pouvoir dire qu'il avait respecté son contrat. Puis ensuite, il en a profité pour retourner d'autres choses, etc. Donc finalement, l'équipe s'est un peu opposée à cette demande complètement absurde de Disney et de ABC, mais ça paraît quand même hallucinant qu'en 99, ils se soient inquiétés de la réception par le public des fiançailles entre une femme noire et un homme blanc. Enfin, je trouve ça assez fou. Souvent, les producteurs sont plus préventivement racistes ou préventivement conservatrices que ne l'est en réalité le public. Hein. Oui, exactement. Ouais. Alors, ce téléfilm, j'ai plutôt bien aimé. Surtout grâce à ce cast de haut vol. Donc, si vous êtes curieux et que vous avez envie de le découvrir, le film est visible sur Disney+ en ce moment. On n'en a pas fini avec les adaptations cinématographiques de Annie, puisque l'œuvre a été à nouvelle fois adaptée pour le cinéma en 2014. Ce film s'intitule toujours Annie et a été réalisé par Will Gluck. Oui, alors Will Gluck, c'est un réalisateur plutôt connu jusque-là pour des comédies romantiques et des teen movies. Le scénario a été écrit donc par Will Gluck avec Aline Brosh McKenna, quand même. Hein, cœur. Pour ceux qui n'ont pas repéré ça, Aline Brosh McKenna, c'est la co-créatrice avec Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend. Et donc tous les deux, ils ont écrit le scénario également avec Emma Thompson. Oui, Emma Thompson, la grande actrice britannique. On sait pas pourquoi. Elle est aussi scénariste et des fois elle se retrouve sur des projets, je trouve un peu improbables. mais du coup, en lisant ça, je me suis dit, bon, c'est pas sa plus grande œuvre en tant que scénariste. Par contre, elle aurait été assez marrante en Miss Hannigan, hein, je trouve. Ouais, elle aurait été formidable. D'ailleurs, quelques années plus tard, elle fera Miss Trunchbull dans Mathilda. C'est un petit peu la même vibe. Carrément. Et donc, ce film de 2014, c'est une adaptation très libre de la comédie musicale, avec notamment une modernisation très forte du contexte, puisque cette fois, Annie se déroule à l'époque contemporaine. Et là encore, on a un casting plutôt intéressant. On va avoir Jamie Foxx dans le rôle de Will Stax. Alors bizarrement, le personnage de Warbucks change de nom, devient Will Stax. C'est presque un autre personnage, hein. Il est assez différent finalement, on va expliquer pourquoi. D'ailleurs, il n'a pas le crâne rasé, on l'a pas précisé, mais ce personnage de Warbucks, il a systématiquement le crâne rasé. Tous les acteurs se sont rasés le crâne pour faire le rôle. Mais des fois, il n'y en a pas genre même qui ont des espèces de prothèses de crâne. Il y en a un, c'est très possible. Ça faisait trop bizarre, mais c'est vrai. C'est pas Harry Connick Jr. où on a l'impression que... Si. Il est bizarre son crâne. Et donc dans les éléments qui ont été changés à propos de ce personnage, c'est que là, dans ce Annie, il y a l'idée que non seulement il est milliardaire, mais en plus il se présente pour devenir maire de New York. Annie est campée par la jeune Quenzane Wallis, une jeune actrice remarquée dans le film Les Bêtes du Sud sauvages. Un excellent film, je me souviens avoir remarqué cette actrice à cette époque-là, en 2012 je crois. Miss Hannigan est incarnée par Cameron Diaz, la célèbre actrice comique que vous connaissez tous. Alors apparemment, Sandra Bullock a refusé le rôle auparavant, elle aussi une très grande actrice comique états-unienne. Cameron Diaz, la pauvre, a été nommée aux Razzie Awards, donc les prix des pires films états-uniens, pour le pire second rôle féminin. Bon, je peux le comprendre, je trouve ça légèrement exagéré quand même. Dans le rôle de Grace, on a Rose Byrne, qui est une actrice que j'aime bien, qui est souvent présente dans des comédies et des films d'action, mais pour celles et ceux qui connaissent, elle a aussi incarné Gloria Steinem dans la super série Mrs. America il y a quelques années. Ok, oui, je voyais pas du tout qui c'était, mais là du coup je vois. Ok. On a enfin Bobby Cannavale qui joue dans ce film, un acteur de télévision et de cinéma assez connu. C'est d'ailleurs le compagnon de Rose Byrne depuis 2012. Dans ce film, il joue le nouveau personnage de l'attaché de presse de Will Stax, qui se révèle pas très sympathique. On a donc, à côté de ça, la disparition de certains personnages, notamment le personnage du frère de Miss Hannigan et de sa petite amie. En fait, il y a d'autres imposteurs qui se font passer pour les parents d'Annie, mais ce ne sont pas eux. Oui, ça fait partie de ces changements, voilà, par rapport à l'intrigue originelle, qui paraissent pas forcément indispensables. On se demande un peu pourquoi ces choix-là ont été faits. En termes d'adaptation, au tout début du film, donc ça se déroule en classe, et le tout début du film, il y a un plan sur une petite fille rousse, très mignonne, qui s'appelle Annie, et qui présente, je sais plus, elle fait un petit exposé en classe. Mais, en fait, il est révélé que ce n'est pas notre héroïne.
Et je trouve ce début un peu cringe, c'est un peu bizarrement méprisant pour l'œuvre originale. Genre, ça nous montre... En plus, la petite Annie, là, qu'on voit au début, je crois que c'est une petite fille qui a joué Annie à Broadway quelque temps auparavant. Et du coup, on l'appelle pour faire ce petit caméo au début. Mais c'est pour qu'en fait, on nous dise, ah, vous voyez, Annie, c'est un peu ridicule, maintenant, ça va être une Annie un peu cool, tu vois. Oui, c'est Et ça. donc, on a, du coup, la caméra switch et on est sur la nouvelle Annie, qui est un peu moins youplala, la vie est belle et un peu plus blasée. Et je sais pas pourquoi on est obligé de faire ce truc un peu de prise de distance avec l'œuvre originale. Je comprends pas trop le concept. Bah oui, c'est toujours cette impression que t'es face à une œuvre qui s'excuse déjà d'être une adaptation de Annie, quoi. Genre, Oui. d'entrée, dès les premières secondes. Donc, c'est effectivement mal barré. Et juste après ça, donc la vraie Annie qui va être notre héroïne, elle fait une sorte d'exposé sur Franklin Roosevelt, donc évidemment référence à l'œuvre originale, et c'est la seule référence à Franklin Roosevelt, vu qu'on est maintenant on est passé dans l'époque contemporaine, donc forcément voilà. Et cet exposé est un peu fait en musique avec des rythmes un peu hip-hop, donc ça commence à nous faire rentrer dans l'idée qu'on va être dans une musique plus contemporaine. Et ce début est vraiment, je trouve, représentatif de ce rapport ambivalent du film avec son, comme on dit en anglais, source material, donc avec l'œuvre originale qu'il adapte. C'est pas forcément, voilà, on veut s'en écarter tout de suite, à ce moment-là, fallait pas faire une adaptation d'Annie, enfin bref. Dans les autres changements, Miss Hannigan n'est plus directrice d'orphelinat, parce que bon, de fait, les orphelinats, ça existe plus vraiment aujourd'hui, mais en fait, elle est famille d'accueil pour 5 petites filles, et elle est aussi une ancienne chanteuse qui a raté sa carrière. Est-ce qu'on peut dire, du coup, ça rajoute une petite dimension backstage, peut-être pour justifier le genre de la comédie musicale, même si, bon, il n'y a aucun numéro qui est ici diégétique. Alors backstage, je sais pas, mais je pense que ton idée là sur le fait que ça justifie le genre de la comédie musicale est pas fausse. En tout cas, il y a une dimension méta, il y a quelques allusions un peu lourdingues, les personnages savent qu'ils chantent, ça c'est mentionné plusieurs fois. Genre, justement, Miss Hannigan, elle va dire aux petites filles, arrêtez de chanter et faites le ménage, etc. Enfin voilà, chaque fois que les personnages chantent, en fait, ils en ont conscience. Il y a plusieurs allusions au fait que Miss Hannigan a une belle voix, etc. Il y a un truc un peu lourdingue sur le fait de vaguement essayer de justifier, mais sans vraiment justifier, le fait qu'on est dans une comédie musicale. Donc je suppose que ça fait partie de cette dimension-là, ouais. Ouais, c'est vraiment le truc qui me répile. Là encore, je trouve que c'est une façon de s'excuser d'être une comédie musicale. Bref, on est contre. Exactement. Comme on a commencé à le dire, il y a aussi ajout d'intrigues autour de la politique, et aussi des questions autour de la communication, hein, notamment avec ce personnage de Bobby Cannavale. Alors c'est pas inintéressant en soi, mais bon, est-ce que ça se greffe très bien sur l'histoire d'Annie, d'aller aussi loin dans une forme de cynisme? Je suis pas persuadée. Oui, ça semble surtout une façon un petit peu maladroite d'actualiser l'intrigue avec cette place de plus en plus visible que la communication prend en politique. Je sais pas, mais ça semble pas très adroit. Oui, parce qu'il y a des choses autour de Internet, voilà, ça fait le buzz sur les réseaux, ce genre d'allusions là. Mais je trouve là encore, ça rentre un peu dans cette dimension de... Surtout dans la première partie, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus mauvais esprit, moins de sentiments sincères, un regard un peu plus sarcastique sur tout ce qui se passe, qui là aussi donne l'impression que le film veut s'éloigner d'une forme de naïveté qu'on pourrait trouver dans la comédie musicale originelle, en se prétendant un peu plus, je sais pas, aware, enfin voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Après, dans la deuxième partie du film, ça devient sérieusement cucu, donc cette dimension-là, un peu plus ironique, sarcastique, s'éloigne, à partir du moment où le personnage de Stax va vraiment s'adoucir, et où il va y avoir une intrigue aussi un peu sans intérêt, pas du tout aboutie, sur le fait que Annie ne sait pas lire. Alors pourquoi pas, hein, un sujet intéressant, elle a été élevée dans des conditions très difficiles, mais bon, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Et pour terminer sur, on va dire, les choix d'intrigue, là aussi, on va avoir une rédemption du personnage de Miss Hannigan à la fin. C'est vraiment la surprise à chaque version d'Annie. On se demande, est-ce qu'il va y avoir la rédemption de Miss Hannigan ou pas? Ça dépend des versions. Pour ce qui est des chansons, on va dire que comme d'habitude, sont coupées We'd Like to Thank You Herbert Hoover, You Won't Be an Orphan for Long, Annie et A New Deal for Christmas, mais aussi NYC et Something Was Missing, comme très souvent. Alors oui, il est logique de couper les chansons qui parlent de politique puisque ça change complètement de contexte historique. Je trouve que c'est vraiment dommage, hein, je le redis, parce que pour moi, ce sont ces chansons-là qui font le charme de Annie. Mais ça fait aussi, vous l'aurez compté, un certain nombre de chansons supprimées. Mais c'est parce que nous avons de nouvelles chansons qui ont été écrites pour le film par la chanteuse Sia. Oui, et franchement, aucune n'est vraiment géniale, hein. Autant il y avait quelques bonnes chansons écrites pour le film de 82, autant là, Sia, bon, l'inspiration n'était pas trop au rendez-vous.
Il y a la chanson The City's Yours, lorsque Stax et Annie survolent New York en hélicoptère. C'est un peu l'équivalent du numéro NYC finalement, puisqu'il lui montre la ville, mais en moins bien, puisque par définition on reste au-dessus de la ville, donc on survole à la fois de manière littérale et aussi dans le sens métaphorique, cette ville quoi. Ensuite on a la chanson Opportunity, totalement improbable, chantée par Annie sur scène lors d'un gala de charité, où elle va exprimer qu'elle est reconnaissante de la chance qu'on lui a donnée d'être là. Je trouve ça vraiment nul, je trouve ça complètement hors sujet, je vois pas pourquoi elle devrait être reconnaissante de quoi que ce soit. Enfin vraiment, je comprends pas cette chanson. C'est cucul à praline et on sent que ça a vraiment été écrit pour être la jolie ballade du film, mais vraiment ça m'a pas du tout convaincu. La chanson a été nommée pour un Golden Globe de la meilleure chanson originale, mais ne l'a pas remportée. Heureusement. Et enfin, troisième chanson rajoutée, Who Am I, qui n'est pas la chanson des Misérables, mais une chanson introspective en trio, en fait, vers la fin, Annie, Hannigan et Stax, chacun de leur côté, se disent « Mais qui je suis ? Quels sont les choix que j'ai faits dans la vie pour en arriver là ?» etc. J'ai trouvé ça extrêmement plat. Les arrangements des chansons existantes sont modifiés avec donc de nouveaux arrangements par Greg Kurstin pour moderniser en fait un petit peu ces chansons dans un style un petit peu plus hip-hop. Oui, avec notamment des ajouts de percussions. Très souvent, c'est ça, apparemment, pour moderniser une chanson, il faut rajouter des percussions. Et elles sont plusieurs fois introduites de manière réaliste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir des percussions corporelles, ou alors les sons du quotidien qui s'incorporent dans la musique, surtout au début. Après, ça disparaît un peu, mais dans Maybe et dans Hard Knock Life au début, ce qui, pour le coup, fonctionne pas si mal. Ce qui fonctionne moyennement, je trouve, c'est les voix qui ont une texture très auto-tune, qui ne fonctionne pas. Je trouve, dans le cas d'une comédie musicale, on sent trop que la voix est modifiée, et puis je trouve ça pas sympa. Jamie Foxx, il était dans Dreamgirls, donc il sait chanter, les gars. Pourquoi vous modifiez sa voix ? Enfin, et du coup, ils ont tous cette voix un peu de musique pop contemporaine, qui est too much, quoi. Je comprends qu'on veut moderniser, mais il y a des limites. Bref. L'autre chose très étonnante aussi, c'est que plusieurs chansons sont carrément réécrites. C'est-à-dire que c'est les chansons originales, mais c'est déjà complètement réarrangé, mais en plus, il y a des bouts, un refrain qui est rajouté, une mélodie, voilà, Sia un petit peu fait sa sauce dans les chansons. Donc il y a I Think I'm Gonna Like It Here, là j'ai trouvé vraiment naze, non seulement musicalement, mais aussi et surtout dans le numéro. Ça fonctionne pas du tout, la danse est réduite à quasiment rien, et t'as vaguement Rose Byrne et Quenzane Wallis qui dansent sur le toit de l'immeuble, mais bon, c'est de la danse très très rudimentaire, il y a seulement 3 personnages dans le numéro, il y a pas du tout l'émerveillement qui existe dans ce numéro dans les autres versions. You're Never Fully Dressed Without a Smile, qui n'apparaît d'ailleurs qu'en musique extra-digétique chantée par Sia, et est présente aussi au générique de fin, mais là aussi il y a une mélodie qui est rajoutée en plus de la mélodie originale. En ce qui concerne Little Girls, c'est aussi le cas, il y a un refrain qui a été ajouté. Pour le coup, j'avoue que je déteste pas le nouveau refrain assez dynamique qui a été écrit. Je comprends l'idée d'avoir retravaillé un peu cette chanson qui peut avoir ce côté lancinant, très répétitif, pas ultra dynamique, qui ne repose que sur le talent comique d'une actrice. Donc là, ils l'ont un peu popifié. Sur celui-là, je trouve que ça fonctionne. Cameron Diaz se donne à fond dans le numéro. Il y a plusieurs plans assez longs qui la suivent dans tout l'appartement. Je pense qu'il y a une petite inspiration de la manière dont Carol Burnett est filmée dans le film de 82. Donc il y a un bel effort, même si c'est pas non plus génial, il faut dire ce qui est. Et on peut également mentionner Easy Street, qui devient un duo dans un club, puisque finalement il n'y a plus le couple de méchants, donc ça devient un duo entre Cameron Diaz et Bobby Cannavale. Voilà, changement pas forcément très intéressant. Et I Don't Need Anything But You, qui est la chanson à la fin où Annie et Warbucks se réjouissent d'être réunis. Il y a aussi ces ajouts de mélodie. À chaque chanson, j'étais en mode, et celle-là, elle est réécrite ou pas ? Et en fait, oui, quasiment toutes, quoi. Et je trouve que c'est un peu too much. Après, le film, globalement, n'est pas terrible, mais un peu moins nul que dans mon souvenir. Alors moi, je me souviens que je l'avais vu dans l'avion, peut-être 1 an ou 2 après sa sortie. J'ai pas eu le temps là de le re-regarder pour l'épisode, mais je me souviens malgré tout avoir sur le coup moins détesté que ce que je pensais détester, tellement j'en avais entendu du mal en fait. Le film a d'ailleurs reçu le Razzie Award du Worst Remake, Rip-Off or Sequel. Une belle récompense. J'adore cette catégorie. Autre adaptation, alors est-ce que c'est vraiment une adaptation audiovisuelle ? Enfin oui, en tout cas ça a été diffusé à la télévision. Mais donc en 2021, on a eu droit à un Annie Live, c'est-à-dire donc une performance captée en direct pour la télévision
comme ça s'est fait beaucoup à une époque. Donc cette fois, ça a été diffusé sur NBC le 2 décembre 2021 pour Noël, pour la saison des fêtes, et on peut le voir facilement sur YouTube, cette version-là. Et là encore, on a un casting avec beaucoup de stars dans les différents rôles d'adultes. Annie est jouée par Selena Smith. Warbucks est incarné par Harry Connick Jr., qui est acteur mais qui est surtout connu comme chanteur. Vous avez déjà sûrement entendu quelques morceaux de lui. C'est un chanteur qui reprend le style crooner, qui fait beaucoup de chansons de Noël, de jazz, etc. Dans le rôle de Miss Hannigan, on a Taraji P. Henson, donc une actrice qui commence à être très connue, que personnellement j'ai découvert dans la série Empire, qui se déroulait dans l'univers du hip-hop, mais qu'on a vu aussi récemment dans le film La couleur pourpre, dont on a parlé dans un épisode en début d'année. Et Grace Farrell est incarnée par Nicole Scherzinger. Alors Nicole Scherzinger, elle est devenue au fil des années une grande star de la comédie musicale contemporaine, et on l'a vue récemment dans le revival de Sunset Boulevard. Dans le rôle de Rooster Hannigan, nous avons Titus Burgess, grand interprète de Broadway qu'on ne présente plus, qu'on a notamment vu dans La Petite Sirène où il incarnait Sébastien, ou à la télévision dans la formidable série malheureusement non musicale qui est The Unbreakable Kimmy Schmidt. Et dans le rôle de Lily Centrages, nous avons Megan Hilty qui a remplacé au dernier moment Jane Krakowski. Jane Krakowski aussi, elle aurait été marrante dans ça. Oui, j'imaginais aussi. Ouais, elle est toujours géniale. Alors, on remarque que comme la version de 2014, c'est une version qui a beaucoup d'interprètes afro-américains, et c'est vrai qu'au fil des années, on l'a un petit peu déjà dit tout à l'heure, Annie est une comédie musicale qui a, on va dire, diversifié ses castes par rapport à la version originale. Globalement, cette version est très fidèle à la pièce, on retrouve plusieurs passages qui ont été coupés dans les autres adaptations, mais elle emprunte aussi au film de 82. Et notamment, elle utilise 2 chansons qui étaient dans le film, la chanson Sign, qui était le duo entre Miss Hannigan et Warbucks, et We Got Annie. À mon avis, c'est des choix qui sont là aussi pour faire plaisir aux stars. Notamment, je trouve que le numéro We Got Annie, comme pour Anne Ranking dans le film de 82, ici est un énorme showcase pour le talent de son interprète, en l'occurrence Nicole Scherzinger. Concernant la fin, on retrouve là aussi la rédemption de Miss Hannigan qui dénonce son frère dans la dernière scène, quoi. On peut se référer à ce moment-là à ce qu'on avait dit sur Cabaret pour ce phénomène finalement pas si rare que ça de versions ultérieures qui incorporent des ajouts de l'adaptation cinématographique. Et concernant les interprètes, il faut vraiment souligner la performance de Taraji P. Henson qui est complètement déchaînée dans le rôle de Miss Hannigan. Ah ouais, elle en fait vraiment des tonnes. J'ai trouvé qu'elle avait une grosse vibe Jennifer Saunders dans Absolutely Fabulous pour ceux et celles qui ont la ref. J'adore sa première apparition en Miss Hannigan. On voit d'abord son ombre projetée, puis elle apparaît. Et dans Little Girls, j'ai trouvé intéressant que tout le début de la chanson n'était pas chanté seul en mode rant, comme c'est souvent le cas, mais en fait vraiment au milieu des petites filles, parce que j'ai l'impression que normalement les petites filles s'en vont puis reviennent à un moment donné de la chanson. Là, tout le début de la chanson, elle reste sur scène et elle lui met vraiment la misère. Donc il y a un moment, tu compatis, tu te dis mais oui, elles sont affreuses ces petites filles. Ça justifie le propos de la chanson. Ça justifie leur mauvais traitement. Elles font que des bêtises. Et donc pour rester sur les interprètes, redire vraiment que Titus Burgess dans ce rôle, je trouve absolument génial. Et Megan Hilty est aussi très bien. Elle aussi, elle en fait pas mal des tonnes. Ouais, complètement. Et il y a pas mal de numéros remarquables dans cette version. Oui, j'ai trouvé que Hard Knock Life était vraiment très très bien, beaucoup plus dansé que dans toutes les autres versions qu'on a mentionnées jusque-là. Là, les petites filles qui incarnent les orphelines sont ultra fortes. Mais ouais, elles sautent sur les lits, elles font des acrobaties, c'est hyper impressionnant. Et juste après, d'ailleurs, elles enchaînent sur une espèce d'ensemble hyper saccadé, presque à la step-up. C'est à un moment donné, elles font une formation en triangle, là, c'est trop bizarre, mais c'est très efficace. Un numéro qui revient enfin, c'est We'd Like to Thank You Herbert Hoover, qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien, cet ensemble très politique. Oui, c'est très cool. Et on a même d'ailleurs à la fin les reprises de Tomorrow avec FDR et son cabinet dans cette version. Comme quoi, finalement, l'effacement des références historiques et la modernisation n'est pas nécessaire pour parler au public jeune, parce que bon, il me semble que c'est quand même à ce public-là que s'adresse ce type de captation. Enfin, on peut mentionner aussi I Think I'm Gonna Like It Here, qui, là encore, comme souvent, est un grand numéro d'ensemble dansé, qui fonctionne, qui est plutôt chouette.
Et je trouve d'ailleurs que c'est une gageure de le réussir dans ce dispositif très scénique où on a, j'imagine, aussi la nécessité de faire des changements rapides. Enfin voilà, donc ça rend très bien pour le dispositif que c'est. On a vraiment le grand escalier là sur scène. C'est assez impressionnant et de manière générale, ça doit être assez fascinant d'assister au tournage d'un truc de ce type. Hein. C'est un format assez intéressant en soi, je trouve. Bref, c'est une version qui est vraiment chouette, que donc comme l'a dit Fanny tout à l'heure, on peut très facilement la voir, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil. Notamment, les ensembles dansés sont vraiment les moments exceptionnellement réussis et impressionnants de ce Annie Live de 2021. Je crois qu'on arrive au bout. Tout à fait, nous arrivons au bout. Et donc on vous redit que si vous voulez découvrir l'une de ces versions de Annie, à savoir la version cinématographique de John Huston de 1982, eh bien ça se passe le 29 décembre, le dimanche 29 décembre à 17h au cinéma L'Archipel à Paris. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir regarder ce film avec nous, un film encore une fois parfait pour les fêtes de fin d'année, même si pour le coup la version de 82 ne se déroule pas à Noël, mais bon. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Mais on vous souhaite un excellent Noël. Si tout va bien, normalement, on peut diffuser ça le jour de Noël. Hein. On va voir si j'y arrive. On vous souhaite vraiment joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et une excellente fin d'année. Joyeux Noël, très très belle fin d'année et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde.